Wesh YouTube, salut pour la vidéo critique réacte de la semaine. Twitch, on est de retour pour la même chose du coup, jure. Ah, le mec est stupide. On va commencer assez vite parce qu'on a pas mal de choses à traiter. Parce que jusqu'à il y a quelques jours j'avais très peu de choses dans ma liste, mais finalement ça s'est bien allongé. En fait, pendant une longue période j'avais pas eu de manga à lire, donc je lisais mon roman petit à petit, et je l'ai pas terminé, donc ça n'est pas de nouvelles critiques. Puis il y a eu des mangas, donc j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Déjà donc ça va assez vite, assez vite. Et il y a eu 6 films que j'ai regardés depuis. Oh, on va commencer par Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto, chapitre épisode 118, mot de revoir. Katana Spinal Denji. Katana Spinal Denji. Katana Spinal Denji. Katana Spinal Denji. Katana Spinal Asa. C'est chouette comme formule pour se dire au revoir. Sur ce, à plus. Hein? À quoi tu joues là? Heureusement qu'il ne sait pas changer en arme. Pourquoi est-ce que j'ai échoué à le transformer? On était pourtant devenus plutôt proches. Je suppose que c'est parce qu'il n'est pas amoureux de moi, c'est ça? Note que je m'en fiche, hein. Moi non plus je l'aime pas. Peu importe, cette aventure a appris qu'on pouvait aussi partager des sentiments comme l'affection. On va lentement faire tomber ce garçon sous notre charme et continuer de chercher Chainsaw Man en parallèle. Dans l'aquarium, on n'a pratiquement pas fermé l'œil, je suis vanné, je vais ronfler. Et cette fille qui nous y a enfermés, c'était qui au juste? Elle s'est présentée comme ta grande sœur, j'ai pas rêvé. Elle, c'est le démon Famine. Comme je ne l'avais pas croisée depuis un bail, je ne l'ai pas reconnue. Famine est totalement cintrée, alors évite tout contact avec elle. Même si elle est de ta famille. Eh, c'est crado ça, passe à la douche avant de te coucher. Ouais, ouais, elle pense qu'à Denji là. Malgré tout ce qu'il a dit, il ne m'aime pas. Sérieux, malgré tout ce qu'on a vécu, il n'est pas amoureux de moi. C'est strictement impossible. Quel est le type? Il m'énerve, je le déteste. Mon plan pour un top super encart, le voilà. Aujourd'hui, un ciné du coin propose une nuit blanche. Des films de momies non-stop jusqu'à 2 heures du mat, pour la modique somme de 2000 yens. Stop, non. Moi je dis on y va direct. 2000 yens? C'est énorme. Euh... Ouais, mais il y aura plein de films de zombies. En les louant au vidéoclub, on peut les voir pour moins cher, non? Moi j'ai aucune envie de dépenser des sous. Ouais, si tu préfères, perso ça me va. Il y a un magnétoscope chez toi? Non. Et chez toi? Il y en a un, mais bon alors chez toi, ça fera des économies. Hein? Tu veux venir chez moi? Quoi? Ça te pose un problème? Si ça t'ennuie, on peut aussi laisser tomber, hein. Tout annuler? D'accord, on peut mater des vidéos chez moi. Seulement, il faudra que tu respectes le règlement de la maison. Hein? Le règlement? Ouais, un truc à enfreindre sous aucun prétexte. Si je l'enfreins, il se passe quoi? Si t'enfreins le règlement, au pire, tu meurs. Il bien dit tu meurs? Mais on s'en bat les couilles de Naruto, pourquoi vous êtes content qu'il soit là? Mais pourquoi vous êtes content qu'il y ait Naruto au prochain chapitre? Fais voir. Naruto. Chainsaw Man. Ah mais Naruto c'est elle, j'ai cru, ok. J'ai cru que c'était le mec dont on se battait les couilles qui les espionnait. C'est bon, du coup je comprends que les gens soient intéressés au fait qu'il y ait Naruto qui arrive. Waouh, quelle connaissance magnifique de Chainsaw Man. Le chapitre était coolix. Asa et Denji sont très mignons. Parce que les deux sont un peu bizarres, mais les deux ensemble, bah, c'est mignon. Et ça veut un peu tout ce qu'il y a en fait. Parce que finalement, bah, le rendez-vous qu'ils ont fait, ça a apporté pas grand chose ni à l'un ni à l'autre. Et ensuite, bah, ils se donnent juste rendez-vous chez Denji. Le chapitre ne vaut que ça. C'est sympathique. C'est tout sans plus. Mais par contre, le plus, c'est que j'ai lu Adieu Eri cette semaine. Et déjà, c'est chose étonnante. À la base, que je fais mon budget manga du mois, je l'avais pas mis dedans. J'ai mis les tomes suivants des séries que je suivais.
J'ai mis pas mal de rattrapage, c'est pas beaucoup de sorties ce mois-ci. Et à Dury, je l'ai pas mis. Finalement, je l'ai vu en magasin, je vais. Allez, je me laisse tenter. Parce que bah, je suis pas non plus convaincu extrême par les propositions de Fujimoto. Et en fait, là, ça fait que parler de cinéma pendant tout le long du volume. Le one-shot est en plus super long. Il y a deux personnages. Ça parle de cinéma, ça parle de se perdre entre fiction et réalité. Ça parle de du souvenir que laissent les défunts, de souvenirs qu'on veut bien se souvenir des défunts. C'est super intéressant, c'est très très touchant, c'est très très mignon. J'ai beaucoup aimé tout ce qui s'est passé. Le découpage, vraiment en mode storyboard de cinéma, ok, ça fait 2 minutes pour montrer. Fukimoto est fan de cinéma, il montre que le découpage c'est comme ça. Après, des fois, ça fait des pages un peu vides. C'est vraiment des mecs qui mangent, fait la fourchette qui fait tout. Ça marche, mais faut pas avoir ça en boucle. Ah, c'est dommage, c'est le cas. Et je pense que c'est bien le seul point noir que je peux laisser là-dedans. Parce que sinon, on a un mec qui fait un film sur la mort de sa mère. Personne l'apprécie à sa juste valeur à l'école qu'il présente, sauf une personne. Et après, ben, on a une histoire qui est entre fiction, entre réalité. On sait pas trop ce qui est vraiment vrai, mais lié au cinéma, lié à refaire un film encore mieux, qui plairait à plus de monde en mode vengeance, tu vois. On a un peu une histoire d'amour, de cinéma, qui nous perd entre fiction et réalité, c'est trop bien. C'est très bien pensé. Fujimoto, quand il a des idées, il en a tout le temps, ça tu vois, ok. Mais qui peut les exploiter en entière sans avoir une sorte de besoin de fil rouge global. Tu vois, Chainsaw Man, il y a des fois des idées excellentes dans un tome, mais c'est écrasé dans la suite parce qu'il faut faire avancer l'intrigue globale. Là, t'as une seule petite intrigue qui se tient en un seul volume, c'est génial. Fujimoto en one shot, oui. Et pourtant, j'ai pas souvenir d'avoir eu d'autant bons souvenirs des précédents one shot. Peut-être que c'est que celui-là qui est spécial, hein. Mais quelle bonne lecture. D'ailleurs, j'aime pas trop la nouvelle disposition de Manga News. Et donc Fujimoto a fait Fire Punch, Chainsaw Man, j'ai pas réussi à le sortir, Look Back, des anthologies et du RI. Fire Punch, série post-apo en 8 tomes, qui parle encore de cinéma, j'ai pas lu, pardon. J'ai pas lu. Chainsaw Man que j'ai lu. Comme je disais, il y a un tome sur deux que je trouve excellent et l'autre tome sur deux que je trouve très moyen. Look Back, dont j'ai pas vraiment de souvenirs, dommage. Les anthologies, dont j'ai encore moins de souvenirs. Et voilà pour cette première lecture. C'est ça. Euh, Ce genre de lecture me perd un petit peu, parce que j'ai lu The Lady Samurai tome 6, et vu que je lis chaque semaine avec vous des chapitres plus avancés, du tome 10 ou 11 je crois, c'est compliqué de revenir en arrière, de savoir ce que j'avais lu ou pas, de savoir ce qui s'est passé sur ce volume-là précisément. Mais là, comme ce volume commence par le chapitre avec lequel j'ai commencé la publication, ça va, je me suis retrouvé. Donc on a un truc un peu cool avec un duel d'enfants qui jouent à cache-cache et qui sont plutôt avec des bons sentiments. Parce que le personnage principal comprend qu'il est un poil trop présent pardon, dans la vie de son nouveau père spirituel, et que ça gêne ceux qui sont vraiment liés à lui par le sang. Voilà, premier truc sympathique. Après, il y a un peu de blabla, pas ouf. T'as le mec avec un masque de renard qui est mis face à ses faiblesses, et ça c'est ok, pourquoi pas. Mais après, j'ai pas souvenir dans les chapitres que j'ai lus plus tard que ça soit remis en avant. Ce qui est donc un peu dommage, si c'est pas le cas. Parce que c'est vraiment une pièce jetée à la mer en mode, ça pourrait faire un truc, mais non. Et ensuite, c'est le passage de la capitale, qui est très réussi, avec la différence entre Hojo et ceux qu'il a affrontés. T'as un petit jeu fait par une nouvelle dame, sympathique, mais bon, sa résolution est moyen. Ça marche grâce au pouvoir de l'amour, qui est montré aux yeux de tous, sauf celui du principal intéressé. C'est moyen. Et après, il visite bien la capitale.
Ouais, en fait, celui de Samurai, c'est dommage dans l'ensemble. C'est sympa, mais Matsui peut faire beaucoup mieux. On est plus proche de ces histoires courtes au début de Assassin's Classroom ou au début de Neuro que des histoires longues avec des arcs exceptionnels de, du milieu de Assassin's Classroom et du milieu de Neuro. À voir si dans la suite ce sera exceptionnel, mais j'y crois pas. Parce que Matsui aime bien commencer par plein de petites histoires courtes assez drôles comme ça, qui font pas grand chose, puis se lance dans des arcs bien plus longs et bien plus passionnants. Et alors quand je dis passionnant, c'est passionnant. Genre l'arc de Sai ou de l'intelligence artificielle dans Neuro, l'arc de l'île paradisiaque ou du dieu de la mort dans Assassin's Classroom, c'est trop bien. Voilà. Et du coup, ben, je crois qu'il a fait ces trois-là, hein, uniquement, Matsui. Neuro, Assassin's Classroom et Samurai. On est bon. Ça, ça et ça. Allez là, allez bas. Mais putain, ainsi. Ensuite, j'ai lu Bonnie Poon Poon tome 11, Bonnie Poon Poon tome 12, Bonnie Poon Poon tome 13. Nous voilà donc enfin à la fin de cette aventure. Et j'ai envie de dire, quel dommage. J'ai trouvé genre quelque chose comme les 6 premiers tomes très très bons, voire excellents. Et depuis, c'est très très en demi-teinte, on va se le cacher. Je trouve ça vraiment plus pertinent, enfin moins pertinent depuis qu'il y a moins d'ellipses temporelles et puis qu'on se pose plus sur une seule situation qui a bien du mal à avancer. Parce qu'en fait, c'est un seul gros sujet que Asano essaie de traiter en profondeur, sauf que ben, il n'est pas si réussi que ça, je trouve. Certes, hein, on a le couple actuel de Poon Poon qui se passe très très mal. C'est en train de montrer à quel point les deux se détruisent l'un l'autre, tout en étant en mode oh, on est trop amoureux, on est les seuls à pouvoir s'aider et tout ça. Il y a de très beaux passages, sauf que à côté de ça, t'as la secte qui fait son petit bout de chemin un petit peu dans chaque volume pour mener à rien. T'as la précédente copine de Poon Poon qui se répare un petit peu, qui comprend mieux qu'elle était amoureuse de lui et qu'elle veut encore aider. Ça mène à quelque chose, ok. T'as toujours de très belles trouvailles visuelles, ça c'est des points qui changent pas. Mais alors, je trouve que les passages entre Poon Poon et son amoureuse, oh là là, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Ils sont pas mignons, ils sont horribles l'un envers l'autre, l'un avec les autres humains. Ils sont... Ah, c'est tellement gênant. Alors, je me doute que c'est le propos de l'œuvre de voir à quel point les humains peuvent partir très loin quand ils croient à des choses, la secte, ou quand ils croient à des choses, qui est une façon de penser l'amour très différente de ce qu'on peut connaître. Poon Poon et son amoureuse. Tout ça pour avoir une fin qui se passe pas hyper bien. J'aime beaucoup l'épilogue, où tu vois un ancien élève de la classe de Poon devenir maître dans leur école, et dedans, il y a la même chose qui se déroule. Autant un enfant qui devient fou amoureux de la nouvelle quand il la voit, que une autre secte qui parle par ici, tu vois. Donc l'histoire se répète tellement, il y a toujours des enfants qui sont totalement perdus, qui font n'importe quoi, toujours des sectes qui coincent des gens, tout est toujours pareil. Parce que ben, autant l'histoire qu'ils vivent eux est passionnante, meurtrissante, pleine d'apprentissage pour eux, mais au global, tout le monde s'en fout. Ce qui fait bah, que c'est une aventure énorme, Bonnie Poon Poon, mais il a fait quand même passer par 5-6 tomes à la fin qui m'ont bien moins convaincu parce qu'il était trop concentré sur un sujet qui n'était pas non plus très réussi. Voilà. Et comme d'habitude, hein, le milliard d'œuvres de Asano, hein, à force de faire tous les jours ça, je pense qu'on a fait le tour. Un monde formidable, quartier de la lumière, Solanin, Nijigahara, holographe, le chant de l'arc-en-ciel, Bonnie Poon, la fin du monde avant le lever du jour, la fille de la plage, Inuyasano, anthologie, Dead Dead Demons, Dead 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 Destruction, The Perfect Insider et Errance. Hop, hop, hop. La moitié des mangas. Tac, tac.
J'ai lu le tome 6 de Sakamoto Days. Là aussi, j'aurais pu être... Là aussi, je suis un peu perturbé entre ce que j'ai lu il y a un an et quelques en chapitre sur Manga Plus et ce que je lis en volume. Mais là, je crois que c'est à la fin du volume que je me suis dit, eh, mais en fait, quelques derniers chapitres, je les connaissais en fait. Parce que je suis arrivé, je pense, à la fin de ce volume-là, quelque chose comme ça. Il nous reste deux euh, agents étrangers venus pour assassiner Sakamoto et ses amis. On suit donc deux combats assez rapides avec eux. Un avec le gros balèze qui bourra tous les autres dans ses mains comme ça, contre le monsieur de la couverture. Ça marche bien, c'est rapide, c'est fun, c'est impactant, c'est puissant. C'est pas non plus hyper marquant, mais ça marche. De l'autre côté, c'est l'autre ennemi qui n'en fait qu'à sa tête parce qu'il vient lui-même se confronter à son propre boss avant de tomber sur le groupe de Sakamoto. Il y a eu un très beau combat en utilisant leur tour Eiffel de Tokyo. C'est très bien trouvé. Et en plus de ça, ben, Sakamoto continue son plan de ne tuer personne et de juste discuter, afin soit de trouver les alliés, soit de trouver des informations, soit de trouver des valeurs et de la bonne âme, tu vois. Et ça fonctionne. Et derrière ça, ils font face à une attaque surprise sur un autre lieu que chez eux, sur d'autres personnes que eux, du coup. Et à voir où ça va. Et que de ça, t'as un petit vieux monsieur qui est ultra balèze, qui traîne deux fois dans le tome. On se demande qui c'est et ce qu'il va faire. Voilà, hein. C'est pas non plus exceptionnel, pour l'instant. Parce qu'en fait, c'est pas un manga, je trouve, mémorable. C'est toujours très très bon à lire. Et un exemple sur comment faire de l'action réussie au niveau du découpage, au niveau de la sensation de lecture, au niveau du plaisir à lire. Donc je le prends volontiers. Hop, hop. Suzuki Yuto, qui n'a fait que ça. Très bien. Pas besoin d'en faire plus pour l'instant. C'est une très bonne première œuvre. Pour une première œuvre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bravo, la première œuvre. Ensuite, un manga sur lequel je suis en découverte totale, Yu Yu Hakusho, Star Edition, je suppose, volume 7. On est encore et toujours dans le grand tournoi obscur machin qui traîne depuis. Je pense que c'est le troisième volume concentré que à ça. Ça commence à faire beaucoup avec cette taille-là de volume. D'autant plus que là, il y a très peu de combats. On suit très très rapidement la deuxième demi-finale, qui a l'équipe Toguro contre des randoms. Ok. On suit une phase d'entraînement rapide de notre équipe principale, surtout motivée par la mort d'un des membres de l'équipe, qui n'est pas vécu par tout le monde, mais qui impacte tout le monde évidemment au final. Tout le monde s'entraîne quasiment peu à l'équipe Toguro, tout le monde se développe vite fait, il y a de très bonnes choses sur ça. Et derrière se lance la finale. T'as trois matchs qui. Pour l'instant, aucun des trois ne m'a vraiment parlé. Parce que bah, finalement, ils ont juste soit amélioré leur aura, soit il y a un nouvel objet qui les aide, soit ils sont déjà juste trop forts de base. Et donc c'est pas spécialement intéressant. Et puis les ennemis, ils m'ont pas marqué non plus. Donc là, il reste plus que le dernier match de la finale, il me semble. Donc Yuzuki contre Toguro. Ça, j'ai un peu hâte de le voir, parce que Toguro, il a l'air d'être plutôt balèze, d'avoir un corps plutôt bizarre. Donc je pense que ça va prendre une bonne partie des prochains volumes, effectivement. Et après, bah, j'espère qu'on passera assez vite à autre chose, parce que bah, ça se termine au tome 12, donc le cette édition. Et que là, ça fait bien 3-4 tomes avec le prochain, je pense qu'on sera sur le tournoi, que ça fera un tiers de l'œuvre sur ça, c'est peut-être un poil trop. D'autant plus que là, bah, il y avait que 3 combats. Ça marchait sans plus en plus. C'est la partie avant qui était intéressante. Dommage, hein, Togashi. Togashi qui aura fait donc ça et Hunter x Hunter. Yu Yu Hakusho, tac 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 tac, Level E, j'ai oublié. Hunter x Hunter qui tout le monde connaît, qui est exceptionnel. Sauf l'arc actuel qui est un peu relou. Level E, 3 volumes. Ok. Hop. Dernier manga que je dois traiter, Undead Unluck tome 9. Je crois que là, lui pour le coup, on n'est pas encore arrivé
au moment où moi j'avais commencé, que ce sera sans doute le prochain volume, c'est rigolo ce décalage, tu vois. Parce que ça fait le premier chapitre du volume actuel, le dernier chapitre du volume actuel, et le prochain chapitre du prochain volume, je pense. C'est comme ça. La couverture est très belle et pleine de sens, avec Foucault et Andy qui sont comme ça. Parce que, enfin, on a des personnages principaux de manga de Education Love qui va se dévoiler leur amour. Foucault se rend compte au début du volume qu'elle est amoureuse, Andy se rend compte à la fin du volume qu'il est amoureux, et lui annonce que ça directement. Ça, c'est trop bien. Bravo les personnages. Et à côté de ça, t'as l'Union qui est face à nous, et l'Under qui est dos à nous, sauf Billy qui est un peu des deux côtés, parce que bah, il est un peu le pied entre deux chaises. La couverture est magnifique, pleine de sens, bravo. Et le volume est très très beau aussi. On a Foucault qui se débrouille toute seule, et c'est plutôt étonnant de voir, parce que c'était le deuxième personnage principal, que là elle devient le premier, puisque à la base on suit que elle dans la base de l'Union. On découvre vite fait un autre membre de l'Union qu'on n'avait pas vu, mais très vite fait, donc ça vaut pas grand chose. Et surtout, on découvre qu'elle se débrouille vraiment bien toute seule. Elle chope plein d'informations, elle arrive à les distribuer aux bonnes personnes, voilà. Et derrière, il y a enfin l'attaque des deux organisations contre Spring. Une attaque un peu stupide parce que les deux ont pour but de tuer Spring. Les deux veulent utiliser slash récupérer Foucault, sauf que les deux sont limités en temps par. Ils ont le droit à 30 minutes dans la zone si on se retrouve en cerisier, et ils vont juste se battre entre eux. Malin. Andy et Juice ont réfléchi très longtemps pour savoir qui mettre contre qui. Et ensuite le premier combat, qui est donc Top et Chikara, qui se tiennent ici en haut. Merde, vous voyez pas, ici en haut, contre le petit monsieur ici, j'ai oublié le nom. Le combat est très intéressant. On a un mec qui empêche les gens de bouger en le regardant, un mec qui accélère dès qu'il veut s'arrêter, et un mec qui empêche les quantités de se vider en soi, comme ça. Le combat est magnifique. On découvre que Shikara est devenu un vrai homme hyper viril, enfin, qui a de très bonnes valeurs, qui va jusqu'au bout pour ses potes, qui est toujours là debout, toujours vivant. Rassurez-vous, toujours la banane. Et Top, on découvre son histoire, on découvre son pouvoir, on découvre que maintenant c'est un grand malade qui sait faire confiance à ses amis et qui peut se lancer à 100%. Le duo fonctionne extrêmement bien. L'ennemi est bien trouvé pour eux, bam, il se fait démonter. Une très très bonne lecture. Ça fait vraiment genre Eri, Unlock, et après tout le reste que j'ai lu et qui est à un niveau moyen. Bravo Unlock. Tozuka, je crois qu'il a fait que ça aussi. Très bien. Hop. Ensuite, la mini critique bonus, parce que j'ai lu ça hier chez ma sœur. C'est un cadeau que j'ai offert à son copain à son anniversaire. Et hier, on avait un peu de temps chez eux, donc j'ai testé. C'était bien. Je suis très très fort en cadeau. Hop, hop, hop. J'ai lu Imbattable tome 1 et Imbattable tome 2. C'est un super-héros, de ce qu'il y a de plus pas badass du tout. Parce qu'en fait, c'est surtout un énorme jeu sur la bande dessinée et sur le format en fait. Parce que le personnage là passe d'une case à une autre sur le strip comme il veut en fait. Donc ça fait des sortes de jeux temporels pour les personnages, et nous bah, c'est juste le mec se déplace de case en case, c'est trop bien. Donc t'as pas mal de pages avec juste des gags sur ça. Genre on lui demande de jeter l'encre de bateau, il la jette, sauf que bah en dessous, ça passe à travers la case, ça va dans la case suivante où c'est encore le bateau. Donc ils se prennent eux-mêmes leur encre dessus, tu vois. Il y a plein de choses comme ça, et ils combattent des ennemis, machin. Sauf que c'est pas tout. Il y a aussi des idées sur le format des pages. Genre, l'ennemi fait un truc qui détruit les dimensions, et en fait, t'as un bout de la page qui est déchiré, et tu vois en fait ce qui se passe derrière. Et c'est pris en compte dans l'histoire. T'as un vieux qui a le pouvoir des mots, donc il peut utiliser ses bulles comme il veut. T'as un mec qui peut jouer sa perspective. Son pouvoir, c'est la 2D, donc il peut toucher ce qu'il y a au fond, les déplacer, donc ça le fait grandir. Du coup, vu qu'il les rapproche ou les fait rétrécir, ainsi de suite. C'est super malin. T'as un méchant, son pouvoir, c'est de passer à travers les pages. Donc il rentre dans une case, mais il sort par la case de l'autre côté de la page. C'est hyper malin. T'as quelqu'un qui joue sur les couleurs. C'est hyper malin. Et en fait, c'est ça. C'est pas non plus hilarant, c'est pas non plus passionnant, mais c'est tellement malin, c'est génial à lire. C'est une excellente lecture, vraiment. C'est qu'en 3 volumes en plus pour l'instant. Puis t'as un moment, une machine qui joue sur les univers parallèles, et du coup t'as une page où tu suis une histoire, plus tu peux la déplier comme ça sur le côté, où tu suis une autre version de l'histoire, et la dernière bande est commune aux deux pages, aux deux versions de la page, et du coup, le mec subit les deux conséquences. C'est trop bien.
Tout est génialissime. Je dirais même, tout est super génial. Hop. Oh, salut Yukinosaur. Bienvenue pour la première fois ici. Je viens de croire que c'est génial. Bien le bonsoir. J'espère que ça va bien. Ouais, ça va super et toi? Enfin, ça va autant qu'on peut un dimanche avant la reprise du boulot. Ça va bien, merci. Tu connaissais Imbattable? Ou tu as juste dit que ça avait l'air bien parce que je l'ai présenté? Absolument pas, je connaissais pas. Ok. Mais je sais même plus quand je l'ai découvert. Je sais que, du coup, la personne à qui je l'avais offert aimait beaucoup les BD, donc je me suis dit que ça pouvait bien tomber. Mais je sais plus quand avant j'avais pu découvrir ça. Je sais pas. Mais en tout cas, j'adore profiter des cadeaux que je fais aux gens parce que à chaque fois je trouve des trucs géniaux. Il y a des trucs géniaux. Le français. Euh, Je suis pas une grande lectrice alors. Ah oui, forcément. Oui, je comprends. Après, ça reste une BD, c'est pas non plus une grande lecture, tu vois. Mais effectivement, ça marche peut-être mieux si t'as plus l'habitude des codes de la BD vu que ça s'en sert pour les détourner. Ah, je saurais pas trop du coup s'il faut le conseiller ou pas. Ok, c'est exact ça. Hop. Donc on va pouvoir passer à la partie suivante des critiques. Bam, j'ai regardé The Outfit. Parce qu'en fait, comme encore et toujours, je vais sur les derniers films sortis sur Canal+. Je regarde sur Letterboxd si ça a plus de 3 étoiles. Si ça a plus de 3 étoiles, je regarde. Sinon, je regarde pas. Donc j'ai regardé The Outfit sans savoir du tout de quoi ça parlait, ce que c'était. Donc c'est un film sorti le 18 novembre 2022 en VOD, 1h46. Léonard, intérieur anglais, crée des costumes pour de la célèbre quartier de Savile Row à Londres. Mais après une tragédie personnelle, il part à Chicago où il tient une petite boutique dans un quartier défavorisé. Malheureusement dans cette ville, seuls les gangsters peuvent se payer des vêtements chics et coûteux qu'ils conçoivent. Ah, ça vient des États-Unis? J'aurais pensé que ça venait d'Angleterre, mais apparemment. Et donc c'est fait par Graham Moore. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah! C'est son premier film? Ah ouais! Ah, j'aurais jamais deviné, hein. Alors, c'est un peu con de penser comme ça, mais le film est vraiment excellent. Du coup, j'aurais pas imaginé que c'était le premier film. Parce que mais, normalement, les premiers films sont plus balbutiants. On commence à retrouver un peu les motifs qui font les réalisateurs, tu vois, qui The Old Fit. Mais c'était bien, hein. Ok, où je n'avais pas été clair. Mais c'est fou, j'ai enchaîné plein de films super bien en fait. Attends, sur les 6 que j'ai vus, il y en a 4 que j'ai beaucoup appréciés. Dans le sens où je leur mettrais genre une très bonne note. Et 2 j'ai trouvé de moyen à horrible. Donc c'est quand même un plutôt bon ratio. J'ai ensuite regardé Glass Onion, une histoire à couteau tiré. Très clair, rien à dire. Parfait. On l'a vu à 3 en même temps, avec mon père et ma belle-mère. On a tous les trois bien aimé. Donc encore une fois, c'est plutôt compatible à plusieurs publics. 23 décembre 2022 sur Netflix, 2h19. Ah bah. Ouh, plus court le synopsis. Direction la Grèce pour le célèbre détective Benoît Blanc, qui doit élucider un mystère entourant un milliardaire de technologie et son groupe d'amis haut en couleur. Par Ryan Johnson, bien sûr. Ça vient des États-Unis aussi. Ryan Johnson qui aura fait tac, The Psychology of Dream Analysis, je sais pas ce que c'est. Brick, une arnaque presque parfaite. Looper dont j'ai entendu parler et mais j'ai pas vu. Star Wars épisode 8 que j'ai vu et que j'aime bien, beaucoup. Bah, c'est mon préféré de la trilogie de la postlogie. Après, est-ce qu'il y a une grosse compétition? Tout le monde peut en juger. Un couteau tiré que j'avais trouvé très bon, mais dont je me souviens pas de grand-chose. Si ce n'est que l'idée c'était d'avoir un
méchant tueur qui était pas très très doué face à un inspecteur qui paraît pas très doué mais qui fait qu'à un petit niveau dans une famille de riches, en gros. Et là, bah, Glass Onion, que j'ai trouvé très bon aussi, qui reprend la même chose en plus grandiloquente, on va pas se le cacher. Le tueur est bien aidé par le fait que, tenez-vous bien, le mec qui organise toute la virée sur l'île a prévu un jeu dans lequel il meurt. Est-ce que c'est pas genre le timing parfait pour être dans un vrai meurtre? Putain. Rien que ça, c'est déjà une super idée. J'ai beaucoup aimé ce film. Voilà, paf. Ça, c'est... Je vois que je repasse sur ma tête, ça m'aide sur les VOD YouTube pour le timing de ce dont je parle. Hop, film suivant. Euh, J'aurais un avis en deux parties sur ce film, parce que j'avais fait quelque chose de bizarre avec. The Duke, 11 mai 2022 en salle, 1h35. En 1961, Kempton Benton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu'à condition que le gouvernement rende l'accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s'est vu recherché par toutes les polices de Grande-Bretagne, accomplissant le premier, et unique, vol dans l'histoire du musée. Déjà, ça m'amuse beaucoup. Imagine, t'es un musée, t'as un seul vol de ton histoire, c'est un vieux qui voulait rendre la télé gratuite. Rien que ça, t'es en mode, ah ouais, l'histoire commence bien. Alors ça, c'est un film anglais pour le coup, ça, je m'en suis douté, par Roger Michel, qui aura fait, oula, tout ça, tout TV. Persuasion, Magnus le Reef Reg, Titanic Town, Coup de foudre à Nothing Hill, ah, ça j'ai déjà entendu parler. Dérapage incontrôlé, The Mother, Entering Love, Venus, Morning Glory, et Weekend Royal, Un Weekend à Paris, My Cousin Rachel, Blackbird et The Duke. Et ben j'ai rien vu là-dedans. Je vais regarder ça comme ça, pour être sûr de pas spoiler les gens. The Duke, histoire vraie. Euh, Je vais te laisser, merci beaucoup pour ces explications et précisions, c'était vraiment sympathique et bon courage pour la nouvelle semaine en espérant pouvoir upload sur la plateforme. Et ben, merci à toi d'être venu. Ça fait... c'est pas souvent que j'ai des gens avec qui discuter vite fait, donc ça fait plaisir d'avoir quelques messages comme ça devient choquant. Ah, merci en plus pour le follow, ça fait vraiment plaisir. Ça, ça, ça va m'aider à bien commencer ma semaine. Bon courage aussi pour la semaine qui arrive et à bientôt j'espère. Merci beaucoup. Donc ouais, c'était bien une histoire vraie. Ça n'a aucun sens. Comment ça peut être une histoire vraie? Donc trop bien. On accueille Yukinosaur, là, qui est déjà un autre quelqu'un qui était venu faire coucou au début de live. Ah, je suis content. Ensuite, on va parler d'un sujet un peu moins fun que le fait d'avoir de nouveaux followers ou le fait d'avoir de bons films. Hop. Voici donc Cœur Vaillant, 11 mai 2022 en salle, 1h25. Cœur Vaillant retrace l'odyssée de 6 enfants juifs cachés dans la guerre, partis trouver refuge là où personne ne se pense à aller les chercher. Dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d'art cachées du Louvre. À Cœur Vaillant, rien d'impossible. C'est un film français de Mona Achache. Cinéma. Bankable, Marjorie, Accusé, Osmosis. Non, c'est télévision, ça je suis débile. Les hérissons, les gazelles et les cœurs vaillants. Je connais rien là-dedans, je crois. Ça me dit quelque chose ça. J'ai pas vu, hein, mais j'ai déjà vu ça quelque part, je crois. Ouais, ça avoir pu te lâcher un sourire, bref, à une prochaine. Hihi. Mais c'est le plateforme, il a pensé normalement. Se soutenir mutuellement.
Et uniquement pour ça. Uniquement pour que les gens s'offrent des parties 2. Ouah, c'est tellement mal dit. Ouhou. Ça, c'est loué, hein. Bref. Cœur vaillant. C'est donc, comme je disais, moins joyeux que ce qui peut se passer actuellement sur Twitch. Euh, on suit 6 enfants, très jeunes. Le plus vieux a 16 ans. Les plus jeunes en ont 6 ou 7, si je ne m'abuse. Et les 6 essayent de survivre à la Seconde Guerre mondiale. Alors, quelques points que je trouve cool, on va dire, c'est d'utiliser la guerre mondiale comme ça. Parce que la Seconde Guerre mondiale, on en a entendu parler beaucoup, hein, entre les cours d'histoire, entre le nombre de vidéos de personnages historiques qui sont liés à la Seconde Guerre mondiale, entre le fait que bah, c'est un sujet important, normal qu'on en parle autant, tu vois, c'est quelque chose de vu et revu sur les héros de guerre, sur la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et donc c'est plutôt cool de voir juste des enfants essayer de survivre, même pas tant face à la guerre en tant que guerrier, mais à la guerre en tant que famine, que danger permanent, que atmosphère étouffante, tu vois. Alors que c'est des enfants, ça correspond pas du tout à ce genre d'ambiance et d'idée. Donc c'est pourrait être plutôt touchant. Sauf qu'en fait, mais, je crois pas vraiment à ce groupe d'enfants en fait, à aucun moment. Et surtout, ce qui m'a encore plus sorti du film, c'est qu'à un moment, il y a un personnage qui meurt dans une flaque d'eau. Parce que littéralement, 2 mètres avant et 2 mètres après, ils ont pied. Le personnage qui est avec elle, qui est à 2 mètres, à 1 mètre d'elle, à pied. Et elle se noie. Sans musique, sans que personne soit vraiment triste. Il y a un personnage qui est, enfin, le personnage qui est avec elle qui fait pendant quelques secondes, mais c'est absolument tout. Personne d'autre réagit, il n'y a pas de conséquences plus tard, c'est tout. Et donc, si les personnages en ont rien à foutre, s'il n'y a pas de musique pour accompagner ça, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors que, en plus, ce personnage se noie dans une flaque. Et c'est dommage, parce que ça pourrait ajouter un drame vraiment supplémentaire, parce que faire mourir un enfant, c'est pas rien. Mais finalement, bah, tu te retrouves avec des enfants qui jouent dans un jardin. Alors, un jardin un peu dangereux, et avec un sacrifice à la fin pour les aider à finir de traverser le jardin et aller dans une zone encore plus sûre. Mais, mais je trouve que j'ai pas trouvé ça passionnant et j'ai pas été touché par grand chose. Et c'est dommage parce que le sujet avait largement le potentiel de nous toucher, tu vois. Dommage, dommage. Hop. Ensuite, on va faire ça. C'est bon. Hop, hop. On arrive bientôt à la fin des critiques. Après, je suis même pas sûr qu'on a du react à faire, donc on va bientôt pouvoir passer à la troisième partie, hein. Ça et ça. Si c'est bon, pourquoi j'ai tendance de phaser. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. 4 mai 2022 en salle, 2h06. Dans ce nouveau film Marvel Studios, l'univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyager dans l'inconnu avec Doctor Strange, qui, avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. Non? Il y a rien de juste là-dedans, dis donc. Alors il a fait Evil Dead, j'ai entendu parler mais j'ai pas vu. Mort sur le grill, Evil Dead 2, j'ai entendu mais j'ai pas vu. Darkman, Evil Dead 3, j'ai entendu mais j'ai pas vu. Mort ou vif, un plan simple pour l'amour du jeu, Intuition, Spider-Man 1 que j'ai vu, Spider-Man 2 que j'ai vu, Spider-Man 3 que j'ai vu. Jusqu'en enfer, le monde fantastique d'Oz et Doctor Strange 2. Donc j'ai vu 4 films, les 4 de super-héros. Et alors là on va dire que c'est pas de sa faute, mais il était pas très bien le film. Parce que c'est pas au niveau réalisation que ça pêche, bien au niveau scénario. Parce que la réal est très jolie, on a des plans, des trucs un peu sombres, on a des visuels sympathiques sur les pouvoirs, tout ça. Les VFX sont dégueulasses. Mais les transitions, les façons de montrer plusieurs choses en même temps, les cadrages, tout ça, ça marche. Sam Raimi est un bon réalisateur. Sauf que derrière, il n'y a pas un bon scénariste, et il n'y a malheureusement pas le temps de faire de bons effets spéciaux. Ce qui fait que le film m'a ennuyé profondément. Ce qui pose le plus de problèmes, en fait, c'est qu'il n'y a pas de personnage. T'as des sortes de pantins sans histoire, sans évolution, sans intérêt, sans conflit, tout lisses, qui sont là, qui vivent leur aventure, qui ont un problème, et c'est tout. Parce que t'as un nouveau personnage qui débarque de nulle part, qui connaissait un Doctor Strange de notre univers, et à part le fait qu'elle avait deux mamans,
et qu'elle pensait avoir tué alors qu'en fait non, et qu'elle aime les pizzas, on sait rien du personnage. En 2 heures. Alors que c'est le deuxième personnage le plus important du film. Enfin, le troisième au final, mais c'est dommage. T'as Strange qui, bah, évolue pas. Euh, Parce qu'au début, son problème, c'est que, oh là là, il a laissé son amoureuse partir avec quelqu'un d'autre, il est super triste. Et à la fin, bah, en fait, on s'en fout. Et ensuite, bah, t'as Wanda, qui est importante. J'ai trouvé WandaVision excellent, un des meilleurs trucs de la phase 4. Attends. Quand tu vois le niveau de la phase 4, c'est pas très très dur, mais c'était très intéressant, je trouvais, WandaVision. Autant niveau réalisation que niveau scénario. Et là, Wanda, ils ont juste fait en fait qu'elle était méchante parce qu'elle a été contrôlée par un livre. Alors, il y a un truc que j'aime bien parce qu'elle arrête d'être méchante parce qu'elle se rend compte d'elle-même qu'elle fait n'importe quoi, qu'elle tombe face à une autre version d'elle-même. Mais c'est tout. Le reste du temps, elle est juste méchante pour être méchante, quoi. À côté de ça, t'as les personnages de type caméo, qui sont là en mode oui, je suis John Krasinski, donc je suis Jim dans The Office. Parce que littéralement, c'est. Je suis en train de regarder The Office. Donc, pour moi, John Krasinski, c'est Jim. On le met en tant que Monsieur Fantastique, et il est là pendant 2 scènes, n'a aucun caractère et meurt. À quel moment tu veux que je pense que ce soit Monsieur Fantastique et pas Jim? Sauf que c'est pas seul, il est en fait dans une équipe de 5 super-héros qui sont là 2 secondes juste pour faire chier Doctor Strange pour lui dire en mode nous on avait un Doctor Strange, c'était un gros con, du coup bah toi aussi. Voilà, le seul problème sur Doctor Strange c'est que il y en a certains qui c'est des gros cons et du coup lui non. Enfin lui si mais de manière différente. C'est pas intéressant et donc. Tout est plat 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 plat. Et c'est pas du coup le peu de réalisation qui arrive à me rajouter Sam Raimi par-dessus qui va changer mon avis. Et surtout ce qui m'a rendu dingue, c'est que le lendemain matin j'ai regardé euh, l'épisode des devoirs de la semaine, donc le rétro-découverte sur Super Mario Galaxy. Le jeu, je l'aime pas du tout, donc les niveaux critiques, enfin la partie test de jeu, tout ça, ça va pas spécialement m'intéresser. Mais la partie histoire globale de la découverte avec les personnages qu'il y a, c'était génial. Parce que c'est des vrais personnages, ils sont touchants, ils sont développés, ils fonctionnent bien ensemble. Et c'est étonnant de voir des vidéos amateurs faire ça. Alors que des films à gros budget, blockbuster, que tout le monde aime, tout le monde apprécie, tout le monde regarde, être une grosse bouse comme ça. Putain, Marvel, ta phase 4 elle est horrible. Il me reste que Thor 4 à regarder et. Au secours quoi. Hop, dernière critique. Et surtout du coup la fin de la deuxième partie de ce live. Parce que je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de react à faire. Ce matin même, j'ai regardé En roue libre, sorti le 29 juin 2022 en salle, 1h29. La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu'elle veut en sortir. Et de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road movie mouvementé. Ah, Didier Barcelone n'a même pas de page de Wikipédia, du coup je sais pas ce qu'il a fait. J'aurais pas dû fermer notre page. Film français. Historique. En roue libre. Barcelone, t'as fait. Non, pas ça. Barcelone, t'as fait d'autres trucs. Swagger. Oula The End. C'est plus ou moins un premier film aussi, parce que là c'était un documentaire. Ok. Et bien c'était plutôt réussi. Pas non plus énormément d'idées de mise en scène, alors qu'on est dans un huis clos aussi, vu que les deux personnages sont principalement tout le temps dans la voiture. Mais il y a beaucoup de bons moments contemplatifs ou d'actions plus rigolotes qui sont faites avec cette voiture. Il y a beaucoup de trios décors entre la campagne et ce qu'il y a autour d'Arcachon. En plus, ça me parle bien parce que c'est là où je vais en vacances depuis tout petit. Donc, cette forêt, ce type de plage, tout ça, ça me parle beaucoup. On suit principalement 2 personnages qui fonctionnent très bien indépendamment et très bien ensemble. Parce qu'en fait, les deux sont totalement cassés et ont totalement besoin de l'autre. Louise a quand même un peu du pied dans sa vie. Elle est toute seule, elle s'épanouit pas dans son métier. Elle a bientôt l'âge qu'avait sa mère quand elle s'est suicidée. Il y a beaucoup de choses qui la bloquent, donc c'est pour ça qu'elle est quand même coincée dans la voiture. Elle a besoin de quelqu'un d'un peu plus fou qui déplace sa voiture, au moins. Ça l'aidera à. Elle reste bloquée dans sa voiture, tu vois, mais au moins le monde autour change. Et Paul veut venger son frère qui a été tué de manière injuste. Et bah, Marina est là pour essayer de le rendre
un peu plus raisonnable. Il y a beaucoup de moments durs entre eux, évidemment, le temps qu'ils s'apprivoisent, le temps que chacun comprenne un peu les bêtises de l'autre. Entre le fait d'être bloqué dans une voiture et le fait d'être totalement inconscient. Et au final, les deux sont très touchants, ils sont une très belle relation. De toute façon, tous les films avec Marina Foïs sont exceptionnels. Non, ça fait 2 films d'affilée que je vois avec elle que j'aime bien, donc je la valide. Puis voilà, c'est touchant, c'était drôle, c'était bien filmé. Il y a des trucs un peu étonnants. Par exemple, il y a une autostoppeuse qu'on voit 3 fois à 3 endroits très éloignés. C'est pas normal qu'elle aille plus vite que leur voiture. Et ensuite, une fois qu'elle est là, elle est juste ultra envahissante, avec des trucs Twitter à la con. Et après, elle se fait dégager rapidement par le scénario, vu qu'il y a un policier qui la dégage. Je vois pas trop ce que ça racontait ça, mais ok. Alors que ce personnage-là, de Psy, sa venue est plus logique, pour le scénario. Il apporte pas mal au scénario, et puis sa façon de dégager est très drôle. Du coup, je prends plus. Et la fin, bien joué. Alors, si je vous dis à quel film ça fait penser, ça spoilerait un peu. Parce qu'en plus, bah, du coup, c'est incertain jusqu'à la dernière seconde. C'est beau. J'aime bien. Bravo le film. Et vive le France. Voilà. On va voir s'il y a quelques trucs à react, mais sinon. Ouais, où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? Ah, si je sais sur quoi je m'étais arrêté. Voilà, mais c'est. Il y en a tant que ça? Ah oui. Marlowe avec la Wilson, je m'en fiche. Tuer pour survivre, ça m'intéresse pas. The Sun avec Hugh Jackman. La vengeance d'une mère avec Robert Patrick. Savage Salvation et Robert De Niro. The Consultant, Christophe Waltz. Ghost of Us, Mandalorian. B2 avec Youn. Michael Youn d'ailleurs. Sur les chemins noirs, Jean du Jardin. Mandalorian encore. Detective Night 2. Trouvé pour Cendrillon. Base secrète. La plus belle pour aller danser. Rebel Moon. Scream 6, Les Complices, Toi, Chez moi et vice versa. Cobra Kai, Invincible et Corrective Measures. Ouais, je sais pas. Ça et ça. Oula, 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 au secours. Oups. Ça et ça, pourquoi pas. Ah, 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 je vais essayer de mettre pause. Nanana, je te dis, c'est ça. Et finalement, ça va nous prendre déjà 8 minutes, hein. Voilà, et reste ça ira. Laisse on va voir chez Nintendo France. Nintendo Pardon, j'ai mal prononcé. Ça, c'est juste pour dire ce qui existe dans Fire Emblem, c'est un peu chiant. Ça, c'est le jeu est disponible. Voilà. Hop. Oh. Ah, c'est même le même mec qui a fait The Phaser? Oh, si c'est le cas, ça m'intéresse beaucoup, j'étais pas au courant, ça. Ah ouais. Le 1er mars, bah, je me le note alors. Ton autre fils aussi a besoin de toi. Et tu travailles à longueur de journée. Est-ce qu'il a réussi à parler du divorce? J'ai essayé de te soutenir, de te donner de la force. Qu'est-ce qui se passe? Tu te drogues? Tu crois vraiment que tu peux vivre comme ça en faisant ce que t'as envie de faire? Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'avoir tout raté. J'ai pas été là pour lui. Il y avait tellement de joie dans notre famille.
toujours tes beaux sermons sur la vie, et après tu nous abandonnes. J'ai le droit de refaire ma vie. Ah, mon fils, tu es venu me dire que tu es un père modèle? Tu veux que je t'applaudisse? C'est mon petit garçon. Je peux pas le laisser tomber. Effectivement, ça a l'air bien. Ah, voilà, c'est bien ce que je disais, peut-être moins excellent que The Phaser, mais... The Sun. Nicolas a 17 ans, il semble avoir du mal à vivre, il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui est-il arrivé? Pourquoi ne va-t-il plus en cours, dépassé par les événements, sa mère ne sait plus quoi faire? Nicolas demande à vivre chez son père. Ce dernier va tout faire pour tenter de le sauver et lui redonner le goût de vivre. Peut-on vraiment sauver quelqu'un d'autre que soi-même? Ok, ça m'intéresse. Bien joué. Ce prend une vidéo, on s'en fiche. Masqué à cette heure? Décroché, c'est peut-être quelqu'un d'important. Raphaël Nadal. Rafa est intéressé Ah, par votre chalet? Prime vidéo, on s'en fiche. Une question. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge? Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon. Hé Jacques, un dernier verre. Oh, c'est malin. Non, non! Pierre! Pierre! J'étais tombé du rebord de la nuit. M'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes, là. 1003. Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac. Ok, pourquoi pas? C'est pas non plus exceptionnel, mais ça me paraît correct. Puis Jean Dujardin, quoi, il est touchant. Je me le note aussi. 22 mars, paf, paf. Sur les chemins noirs. Bon, je pense qu'on a compris le scénario, pas la peine de lire le synopsis, mais on va le faire quand même. Un soir d'ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond sur un lit d'hôpital. Revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied des Mercantours au Cotentin. Un voyage unique et redoutant à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi. Il fait d'autres choses, Denis Imbert, Vicky Mystère. Je connais pas. Du coup, on a un peu le temps de réaliser d'autres trucs en fait. Ah, c'est Zack Snyder ça? Oh, ça m'intéresse alors. C'est tout ce qui m'intéressera, je pense. Allez. Aïe. Ah, le son est fort. C'est juste une preview. Bon, c'est le bordel ça. Allez, ça ira. Hop, je regarde juste vite teuf sur YouTube s'il n'y a pas des trucs fun à react, mais je crois pas.
Ok. Et dans les tendances? Non, pas grand-chose d'autre. Allez. YouTube, à demain pour du Press Lighton. Nous, Twitch, on se retrouve dans 5 minutes. Faut que j'aille faire pipi et que je boive un peu. Et après, on reste sur Press Lighton. À toutes.